On va reprendre tout doucement le fil de notre journée avec le deuxième thème que nous avons intitulé « Le bénévolat en pleine mutation » que racontent les nouvelles formes d'engagement du devenir de l'action humanitaire et sociale. Et nous l'ouvrons ce deuxième thème par la présentation des résultats des recherches soutenues par la Fondation avec vous, Leïla et Jordan. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous avez réalisé deux recherches qui offrent chacune un regard sur des nouvelles formes d'engagement qui questionnent donc le devenir de l'action humanitaire et sociale, un thème de recherche important pour la Fondation et pour la Croix-Rouge française et tous les acteurs humanitaires et sociaux. Leïla, je vous présente, vous êtes anthropologue, postdoctorante à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique. Vous nous venez donc de très loin. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec le soutien de la Fondation Croix-Rouge française et de la Croix-Rouge française, vous avez conduit une recherche intitulée « Des réfugiés pères aidants, le bénévolat par et pour les réfugiés, un modèle alternatif d'insertion ». Alors, même s'ils sont généralement perçus comme de simples bénéficiaires des dispositifs d'aide, nombre de migrants participent activement à la vie associative. C'est aussi ce que la crise du Covid-19 notamment a révélé. Comment cet engagement favorise-t-il ou pas leur intégration à leur société d'accueil? C'est la question, ou une des questions qui a guidé votre recherche, et là, qui apporte donc des éclairages nouveaux aux nombreux travaux sur l'insertion socio-professionnelle des réfugiés, mais dont très peu ont porté sur le moment qui précède l'obtention de leur titre de séjour. Votre recherche a donc visé à comprendre comment les demandeurs d'asile, ceux qui en sont déboutés, et les sans-papiers, donc tous non légalement employables, investissent le bénévolat pour préparer leur insertion sociale et professionnelle en amont d'une régularisation espérée. En fonction de leur statut, aux différents moments de leur recherche d'asile, ces migrants inemployables ne peuvent accéder à une formation d'apprentissage du français en langue étrangère, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à un hébergement en centre d'accueil, à une formation à Pôle emploi ou à un contrat en chantier d'insertion. Et donc votre recherche a donc visé à comprendre si et comment le bénévolat leur a permis d'accéder à ces dispositifs d'insertion par la langue, le logement et le travail. Alors je précise enfin, parce que c'est quand même important, que votre recherche a été réalisée dans le cadre de Bénévolab, qui est un programme de la Fondation Croix-Rouge française réservé aux bénévoles et salariés de la Croix-Rouge française et qui consiste chaque année à consulter ces bénévoles et salariés pendant plusieurs mois pour qu'ils nous proposent des sujets de recherche, concrètement leurs réflexions et leurs questionnements nés dans la conduite de leur mission sur le terrain. Et suite à cette consultation, la Fondation sélectionne deux propositions, une formulée par un bénévole, une formulée par un salarié, qui font l'objet de recherches. Ainsi, le sujet de votre recherche, Leïla, avait été proposé par l'ancien responsable du programme national migration de la Croix-Rouge française, Florent Clouet. Jordan Pinel, merci d'être là. Vous êtes géographe, enseignant-chercheur à Cergy Paris Université. Avec le soutien de la Fondation Croix-Rouge française, vous avez conduit une recherche intitulée « Engagement citoyen pour les Ukrainiens, une réponse hors des grandes villes ». L'accueil des réfugiés ukrainiens depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 s'est partiellement appuyé sur la mobilisation d'une hospitalité citoyenne partout en France. Certains accueils ont eu lieu dans des zones peu densément peuplées, où l'accès aux services et au commerce est restreint. Et ces facteurs géographiques et économiques interrogent quant à la pérennité de cette hospitalité. Et ainsi, votre recherche, Jordan, a eu pour objectif d'analyser les défis rencontrés par les réfugiés ukrainiens en milieu rural, notamment l'accès aux services, à l'emploi et au réseau de soutien. Donc, vous avez examiné l'impact de ces obstacles sur la durabilité de l'hospitalité citoyenne et la capacité des communautés rurales à maintenir un accueil de qualité sur le long terme. Et vous avez cherché à identifier par là les spécificités de cette solidarité de l'accueil et de l'accueil en milieu rural en soulignant ses fragilités pour aider les praticiens à surmonter ces difficultés tout en explorant l'évolution de la solidarité citoyenne depuis février 2022, donc dans le contexte des territoires ruraux. Je précise enfin que votre recherche a été réalisée dans le cadre d'un autre programme de la Croix-Rouge. Nous soutenons la recherche en contexte de crise. Et suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons mobilisé nos ressources et nos réseaux pour soutenir 8 recherches dans le cadre du programme qu'on a appelé Urgence Ukraine, qui a donné lieu à 8 recherches qui ont porté sur les multiples facettes de cet exil lié à la guerre et ses conséquences.
Alors Leïla, avant de vous entendre là, dans un instant présenter rapidement les principaux résultats de votre recherche, je voudrais vous poser une question, mais qui a plus trait à une recherche précédente, celle de votre thèse de doctorat, qui avait eu lieu au Liban, car dans le cadre de cette thèse, vous avez été vous-même bénévole dans une association d'aide aux réfugiés syriens. Et je me demandais en quoi cette expérience a pu influencer votre approche, votre posture pour la recherche que vous avez conduite, cette fois sur le bénévolat des migrants en France. Merci pour l'introduction, Vincent, et merci à la Fondation de la Croix-Rouge française de me permettre de vous présenter cette recherche soutenue par la Fondation. Alors, effectivement, durant mes recherches doctorales menées au Liban, précisément à Beyrouth, j'ai été moi-même bénévole dans une association de quartier. Je dispensais en fait une aide aux devoirs aux enfants syriens réfugiés qui étaient scolarisés dans les écoles libanaises. Et à mes côtés, il y avait un certain nombre de femmes syriennes, réfugiées également, qui effectuaient des heures de volontariat, et j'emploie le terme de volontariat puisqu'elles percevaient une indemnisation. Et donc, il m'est apparu important de comprendre le sens de leur engagement bénévole au regard de leur parcours d'exil au Liban. Et ce sens, il était multiple. Il pouvait être social et politique quand ces mêmes femmes se faisaient les relais pour faire le lien entre les bénéficiaires des communautés syriennes et les organisations internationales présentes sur le territoire. Il pouvait être parfois militant quand il s'agissait de porter la cause des réfugiés syriens sur la scène internationale, notamment dans le cadre de création d'ONG par des réfugiés syriens eux-mêmes. Il était surtout économique, puisqu'il y avait là un enjeu à pouvoir percevoir une petite indemnisation financière dans un contexte, le contexte libanais, le contexte humanitaire, dans lequel les réfugiés syriens n'ont pas le droit de travail. Et puis, il était enfin stratégique dans la mesure où ça permettait à ces femmes d'avoir accès à des formations, que ce soit linguistiques en anglais notamment, qui aident au processus de réinstallation dans un pays tiers, ou à des formations d'auto-entrepreneuriat. Donc, je dirais, pour répondre à ta question, que ça a influencé évidemment ma posture de recherche sur cette recherche sur le bénévolat des personnes migrantes en France à deux niveaux. D'abord, par la volonté que j'ai eue très rapidement de vouloir réinscrire cette expérience dans une compréhension plus large, donc cet engagement dans une compréhension plus large des parcours d'exil, et notamment dans une expérience parfois antérieure à l'arrivée en France. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a poussée à répondre à cet appel à projet, puisque cela avait fait l'objet d'un article en 2018 sur ceux que je nommais les travailleurs invisibles du dispositif d'aide internationale, les réfugiés volontaires. Et donc pour moi, ça s'inscrivait dans cette continuité directe. Et puis, et j'en terminerai par là, je dirais que le second élément d'influence, c'est dans le lien que j'ai établi assez rapidement dans la question de recherche entre cet engagement et la question du droit de travail dans un contexte précisément où ces personnes ne disposent pas de la possibilité de travailler légalement. Merci Leïla. Je pense qu'on reparlera de ta thèse aussi dans le cadre de la table ronde dans un instant. Et j'en profite puisque tu parlais des réfugiés syriens, pour dire que la Fondation soutient actuellement, depuis septembre, sa première recherche en Syrie sur la relocalisation de l'aide humanitaire en Syrie depuis le changement de régime, ce qui fait aussi écho au thème vu précédemment. Je te remercie. Découvrons maintenant ta recherche, Leïla, en 5 minutes chrono. Alors, c'est une gageure que de l'exposer en 5 minutes, donc j'irai très court, mais je renouvelle encore chaleureusement mes remerciements à la Fondation de la Croix-Rouge française pour cette invitation à vous partager quelques éléments des résultats issus de cette recherche. Donc une recherche qui a porté sur le bénévolat des personnes migrantes comme un outil possible d'insertion socio-professionnelle. Alors j'ai voulu, pour illustrer mon propos, vous projeter quelques photos. Et puis je me suis finalement ravisée parce que déjà d'une part, je n'ai pas pris de photos par respect pour l'anonymat de mes interlocuteurs et interlocutrices sur le terrain.
Et puis également parce que lorsque vous tapez ces mots-clés de bénévoles et personnes migrantes sur un moteur de recherche, vous allez tomber assez rapidement sur ce qui peut relever d'un cliché entre des personnes qu'on va identifier comme racisées en situation de recevoir une aide, d'autres personnes majoritairement de type caucasien en situation de fournir cette aide, donc des bénévoles. Et en fait, ça n'est pas si anecdotique que cela, puisque finalement, c'est une confusion que je retrouvais dans ma prise de contact avec les différentes structures associatives, lorsque je tâchais d'identifier ces profils de personnes issues de parcours d'exil et elles-mêmes bénévoles dans ces mêmes structures. Généralement, on les identifiait davantage comme des bénéficiaires. Donc, je dirais que le premier objectif de cette recherche, ça a été d'abord de rendre visible un phénomène souvent invisibilisé, celui de l'engagement bénévole des personnes migrantes, mais un phénomène dont on a vu toute l'importance, notamment au moment de la crise du Covid, où ces mêmes personnes ont constitué les forces vives de la mobilisation associative, notamment pour prêter main forte à des bénévoles retraités qui ne pouvaient pas, en raison de leur vulnérabilité, poursuivre leur activité bénévole. Et puis, un phénomène important dont le Pacte mondial des réfugiés en 2018 a souligné toute l'importance en faisant précisément de l'engagement bénévole des réfugiés, il s'agissait davantage des réfugiés ici, un outil d'amélioration de la gouvernance associative en passant par la participation des bénéficiaires à ce modèle de gouvernance. Donc de là, il s'agissait de documenter, de comprendre les motivations et les freins à l'engagement bénévole des personnes issues de la migration pour comprendre éventuellement cet impact sur l'insertion socio-professionnelle. Et pour moi, cette question de recherche débutait par un paradoxe, celle de comprendre l'insertion socio-professionnelle à partir du bénévolat qui est par définition en marge de l'emploi et pour des personnes dont le statut administratif les rend inemployables. Donc en majorité un public issu, ce qu'on va appeler un public de l'asile, principalement des demandeurs d'asile, des déboutés de l'asile, donc qui deviennent pour nombre d'entre eux des sans-papiers. Donc ces profils ont constitué la majorité de mes interlocuteurs dans le cadre d'une enquête qui a été menée principalement par méthodologie qualitative, par entretien et observation, auquel s'est ajouté un certain nombre d'entretiens menés auprès de bénévoles non issus de la migration et de responsables de structures. Et puis des observations participantes, notamment sur des temps de distribution alimentaire, mais aussi d'accueil de jour, ce qui m'a permis d'élargir le périmètre de l'enquête des unités locales de la Croix-Rouge au départ à d'autres associations, puisque je constatais que les associations qui offrent ces espaces d'accueil de jour étaient également des associations dans lesquelles les bénévoles migrants étaient le plus à même de s'engager. On pourra y revenir. Et donc, ça m'a permis d'élargir cette enquête, une enquête qui a été menée entre janvier 2023 et avril-mai 2023, soit, pour rappel, un contexte, le contexte de la loi, du projet de loi à l'époque Darmanin-Dussault pour, je cite, contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Donc ce contexte m'a permis était largement favorable à mener cette enquête, puisqu'il y avait derrière une forte demande sociale portée non seulement par les associations, puisqu'il s'agissait pour elles de pouvoir s'appuyer sur cet état des lieux sociologiques pour porter derrière un plaidoyer de défense du droit des personnes en situation de migration. Pour le public de l'asile également, puisque là, il y avait un enjeu à comprendre finalement l'utilité de leur engagement bénévole au regard d'un espoir de régularisation.
Et puis au niveau scientifique, on disposait déjà d'un certain nombre d'études et de rapports sur l'insertion socio-professionnelle des personnes qui avaient obtenu le statut de réfugié, mais assez peu finalement, comme tu le mentionnais, en amont sur les demandeurs d'asile. Donc cette recherche s'inscrit dans... c'est la fin, donc simplement si j'ai juste une minute pour, je dirais... s'il fallait retenir peut-être 2 résultats principaux de cette recherche, on constate une redéfinition de l'engagement bénévole dès lors qu'on pose la question concernant ce public issu de la migration comme bénévole, un engagement qui est à repenser loin de l'idée initiale de gratuité du bénévolat, ce qui va poser derrière la question des modes de reconnaissance et de rétribution. Et peut-être que je vais m'arrêter là dans la mesure où on pourra en rediscuter dans la discussion après. Merci. Merci Leïla. Jordan, avant juste de te passer la parole, je rappelle que tu as travaillé donc sur l'hospitalité privée dans le contexte de l'accueil des exilés d'Ukraine et en milieu rural. Là aussi, je suis un petit peu... pour rebondir sur les conditions d'enquête de Leïla, tu as dû, pour ton travail, aller chez ces personnes, dans ces milieux isolés, qui t'ont ouvert leurs portes. Et quelque part, tu as accès à leur intimité aussi. Tu les as questionnés sur la façon dont l'accueil de ces personnes en situation d'exil a aussi impacté leur intimité. Donc, ce travail d'enquête aussi auprès de ces personnes, ça crée des liens. Voilà, le lapsus. Ça, voilà, comment ça se... Comment ces liens se nouent et qu'est-ce qui reste après la recherche avec tes enquêtés? Merci. J'en profite d'avoir la parole pour remercier la Fondation Croix-Rouge déjà pour l'invitation et évidemment la bourse de recherche pour cette recherche qui n'existerait pas sans ce type de bourse. Pour répondre à ta question, évidemment, il y a des liens qui se créent parce qu'au-delà d'être un chercheur, je suis un être humain sociable, très sociable parfois. Je suis aussi bénévole. J'ai été président d'une association à Poitiers qui s'appelle Welcome, qui est une antenne non affiliée à JRS, donc Welcome Poitiers, qui accueille des personnes réfugiées dans des familles d'accueil bénévoles, donc de l'hospitalité privée. Et donc c'est de là que vient mon intérêt. Donc forcément, quand les personnes que j'enquête me racontent leur quotidien, c'est un quotidien que je connais. Parce que j'ai été accueillant, parce que je suis des personnes qui sont accueillies dans des familles d'accueil et parce que je suis des familles d'accueil en tant que président d'association, enfin ex-président maintenant. Et au-delà de ça, c'est que je connais bien le milieu rural pour y avoir vécu une bonne partie de ma vie. Donc forcément, quand elle voit que je commence à connaître un peu plus leur quotidien, elle me pose des questions. Et donc, au-delà de la casquette de chercheur, on me pose casquette bénévole et on me dit est-ce que tu pourrais nous aider sur tel et tel aspect parce qu'on galère et on ne sait pas à qui s'adresser. Et donc, c'est là où je dis oui, il n'y a pas de souci, je connais tel et tel contact et ils pourront vous aider directement. Et donc, en fait, ça montre bien qu'on n'est pas chercheur sur n'importe quel sujet. On ne choisit pas son sujet par hasard. Et en fait, tout s'entrecroise. Très bien, on t'écoute, Jordan, donc nous parler de ta recherche donc, qui questionne vraiment les forces et faiblesses de cette solidarité citoyenne en dehors des grandes villes, dans le contexte donc, de l'accueil des exilés d'Ukraine. On t'écoute. Et donc en 5 minutes chrono toujours. Voilà. Donc moi je me suis intéressé à la particularité du milieu rural qu'on appelle aussi communes peu denses, donc les territoires à faible densité, et dans ces territoires à l'accueil de réfugiés. Donc j'ai pris comme exemple les Ukrainiens, qui était un sujet d'actualité au moment de ce sujet, mais en fait qui montre surtout l'intérêt pour le milieu rural dans la recherche et au-delà de la recherche dans l'accueil humanitaire et au-delà de l'accueil humanitaire dans les migrations. Il y a pléthore de recherches qui se sont menées ces dernières années sur l'accueil migratoire en milieu rural, et notamment parce que l'État pousse à ce que les communes rurales accueillent de plus en plus pour, je cite, désengorger les villes. Donc on a des CADA. Recording in progress. On a des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par exemple, qui se créent en milieu rural
et qui crée d'autres types de solidarité autour de ces CADA. Et donc cette présence migratoire fait qu'on s'interroge sur comment le milieu rural peut répondre à cet accueil, sachant que le milieu rural, pour les personnes qui vivent, c'est déjà des difficultés, notamment en termes d'accès au commerce et aux services, services notamment médicaux. Vous avez tous entendu parler des déserts médicaux. Clairement, on est en plein dedans quand on a un médecin pour 5 000, 10 000 personnes. Donc je me suis posé 2 questions en gros. Comment est-ce que cette particularité du milieu rural, elle est gérée par les personnes qui accueillent des demandeurs d'asile, donc ici des réfugiés ukrainiens, et comment elle est gérée par les personnes qui sont accueillies en milieu rural, et comment cet élan de solidarité qu'on a vu donc à partir de 2022 pour les Ukrainiens a évolué dans ce contexte rural. Donc moi j'ai interrogé 32 personnes, 20 accueillants, 5 personnes accueillies, donc des Ukrainiens, et 7 acteurs de la solidarité qui peuvent être en fait des personnes d'associations locales ou il y a une maire par exemple d'une commune rurale que j'ai interrogée. Donc dans 13 communes de la Vienne et de la Vendée entre avril et juillet 2023. Et avec donc pour les accueillants et les accueillis des questions sur leur quotidien, sur comment ils accèdent au commerce, comment ils accèdent aux services qui leur sont nécessaires, avec un travail cartographique que j'ai effectué. Donc là par exemple, il y avait les 2 photos d'avant, c'était les terrains, mais là sur la carte donc suivante maintenant, donc ça c'est les communes enquêtées, et là vous avez donc un hébergement en haut, un hébergement en bas, qui sont situés à 1,6-1,2 km du centre-bourg. Et donc concrètement, je leur ai dit, voilà, comment vous faites pour accéder au commerce? Vous y allez à pied, à vélo, etc. Quels sont les commerces? Et donc moi, j'avais un travail d'observation pour aller voir quels sont les commerces. Et donc vous avez des petites photos, des petites supérettes, des boulangeries, etc. Et au-delà de ces commerces, comment vous faites pour accéder aux autres services? Parce que il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas forcément d'infirmiers, il n'y a pas de kinés, etc., etc. Et surtout, la supérette, c'est des prix locaux pour une supérette. Donc, on ne peut pas faire toutes ces courses dans une supérette. J'en viens à quelques résultats importants. Ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est qu'on a eu affaire à des accueils qui étaient courts, donc des accueils plutôt d'urgence et qui répondaient vraiment à une demande directe, soit d'associations locales, soit de représentants de l'État, et notamment les mairies, qui ont fait appel à la demande de l'État à accueillir les Ukrainiens de manière large par les privés, parce que État et associations débordées. Et donc finalement, sur les 20 personnes qui ont accueilli, que j'ai interrogées, 5 accueillaient encore 1 an plus tard. Donc ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que d'une part, il y avait des accueils courts et plutôt d'urgence, qui ont duré entre 3 et 6 mois en gros, et il y avait encore 5 personnes sur 20 qui accueillaient encore 1 an plus tard. Donc pendant 1 an, on accueilli à domicile. Et donc là, je demande à chacun d'entre vous d'imaginer, d'accueillir quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas de votre pays, qui ne parle pas votre langue, d'accueillir au quotidien, de partager sa salle de bain, sa cuisine, et de donner une chambre d'amis en fait. Donc voilà. Deuxième résultat, c'est qu'en fait, on a des expériences complètement variées de l'accueil et qui est lié au profil des accueillants qui sont complètement divers. On a des accueillants plutôt militants qui accueillaient avant des personnes migrantes via des associations notamment et qui en fait, pour eux, accueillir, c'est la continuité. Et c'est un acte politique en fait, même si elles ne le définissent pas comme ça, mais souvent c'est dit en filigrane, et c'est un acte politique face à un État qui n'accueille pas assez, et notamment dans leur commune. Et donc face à ces accueils militants, il y avait tous les accueillants que j'ai appelés novices, qui ont appris à accueillir parce qu'en fait ils étaient confrontés à l'accueil via les médias, via leur mairie, qui a mis en avant du coup la guerre en Ukraine. Et donc les médias ont joué un rôle très important. Le fait que ce soit des Ukrainiens aussi a joué un rôle très important, parce que population blanche, européenne, chrétienne, et donc c'est des personnes qui ne s'étaient pas dit dans d'autres crises migratoires, tiens, et si j'accueillais un Syrien, et si j'accueillais un Irakien, et là ça a fait tilt. Et donc quand moi j'interrogeais ça, elles ont souvent dit bah oui, ça a fait tilt, parce qu'en fait ils viennent de grandes villes type Donetsk, etc. Et en fait ça nous a fait penser à nous. Donc ça c'était important aussi, la relation qu'on a vis-à-vis de l'autre.
Concernant le rural, donc ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a un isolement très fort des accueillants et des accueillis en milieu rural. Et donc face à cet isolement, une grosse débrouillardise, j'ai pas pu le dire autrement, notamment face à des communes qui sont dépourvues de services et de commerce. Et de transport en commun, parce que souvent il y a l'offre de bus qui est un quart le matin, un quart le soir, et donc forcément on ne se lève pas à 6h30 le matin pour aller faire ses courses et revenir à 19h. Donc il faut être transporté, il faut un suivi administratif, il faut parfois des cours de langue, il faut accéder à un médecin, il faut accéder à d'autres suivis. Et donc j'en viens à deux petites dernières choses. C'est qu'en fait on constate une perte d'autonomie des personnes qui sont accueillies en milieu rural et une charge mentale très très forte des personnes qui accueillent, qui en fait ne font pas qu'accueillir, n'offrent pas qu'un lit, mais en fait se trouvent être des fois des aides-soignants, des fois des assistants sociaux, et donc en fait se trouvent taxis aussi à faire un peu de tout. Et donc face à ça, il y a un isolement aussi du milieu associatif, puisqu'en fait ils accueillent souvent en dehors de ce cadre. Voilà, je m'arrête là. On aura l'occasion durant la table ronde d'en reparler. Mais justement, je vous invite maintenant, Leïla et Jordan, à participer avec moi à cette deuxième table ronde de la journée en compagnie d'autres invités que je convie maintenant à me rejoindre. D'abord, Dan Ferrand-Bechmann, qui modérera cette table ronde. Vous êtes sociologue, professeur émérite à l'Université Paris 8, Université Vincennes-Saint-Denis. Et j'appelle aussi Hubert Pénicaud à me rejoindre, responsable participation et démocratie interne à la Croix-Rouge française. Donc je vous disais tout à l'heure, cette table ronde, on a choisi de la consacrer à cette question de l'évolution du bénévolat parce que ça fait partie de nos thèmes de recherche prioritaires à la Fondation et que, vous le savez bien sûr, le bénévolat est un des principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et ces millions de volontaires constituent sa clé de voûte et représentent sa plus grande source d'inspiration et d'innovation en France. C'est grâce à ces 70 000 bénévoles que la Croix-Rouge française intervient chaque jour dans des domaines variés: action sociale, urgence et opérations de secours, prévention des risques, soutien psychologique. Ils peuvent être formateurs aux gestes qui sauvent, maraudeurs à la rencontre des personnes sans abri, secouristes, animateurs jeunesse ou quêteurs d'un jour. Ils contribuent tous, chacun à leur façon et conformément à l'objectif du mouvement, à prévenir et alléger les souffrances humaines selon son principe d'humanité. Mais le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tout comme de nombreuses autres organisations à travers le monde, doit répondre à un certain nombre d'interrogations sur ses pratiques bénévoles. Les récents événements, tels que bien sûr la pandémie de Covid-19, on en parlait, ou la guerre en Ukraine, on en parlait aussi, on a nettement quand même montré les limites et on redonnait une place centrale à certaines questions très importantes liées à l'engagement. Il s'agit de la protection de la santé physique et mentale des bénévoles en période de conflit et d'urgence, ou de l'encadrement aussi de nouvelles formes de bénévolat, notamment des volontaires spontanés. Plus largement, ces événements ont précipité un processus de mutation que Dan étudie depuis très longtemps, enclenché depuis longtemps, et qui voit apparaître de nouvelles formes d'entraide et de solidarité, une population bénévole jeune à la recherche de missions souvent plus courtes et variées, ainsi qu'un militantisme associatif aussi, on en parlera je pense aussi avec Leïla, ou via des collectifs de citoyens ou des groupes informels. Donc tout cela couplé à une grande banalisation, je pense qu'on reviendra aussi sur ce terme aussi avec vous Dan, de banalisation de l'acte bénévole dû à la multiplication du nombre d'associations et celle des citoyens actifs, dessine une image floue, un certain trouble dans le bénévolat, pour reprendre le titre d'un des ouvrages de Dan, un trouble dans la compréhension en tout cas de son évolution et de sa définition même. Donc que racontent les nouvelles formes d'engagement du devenir de l'action humanitaire et sociale? Quelles nouvelles formes de bénévolat sont pertinentes pour le XXIe siècle? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions, mais on n'a qu'une heure, qu'on va essayer d'aborder au cours de cette table ronde, et je passe tout de suite la parole à Dan pour la lancer. Merci beaucoup. Il y a, dans la fin des années 89, j'avais organisé avec Bernard Kouchner, puisque j'étais à son cabinet à cette époque, une conférence sur les nouvelles solidarités. Je me dis que les choses ont beaucoup changé. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de cette décolonisation de l'humanitaire et des solidarités, probablement, j'espère. Voilà. Donc, j'ai été très sensible aux deux travaux
que j'ai pu lire, enfin j'ai pu lire des résumés, parce qu'effectivement ça marque des nouvelles formes d'engagement. Et ces nouvelles formes d'engagement auxquelles les chercheurs dont je suis ont beaucoup travaillé, c'est la question de l'empowerment, c'est-à-dire donner le pouvoir à ceux qui ne l'ont pas. Et effectivement, le travail de Léla est très intéressant parce que c'est des aidés qui deviennent aidants. Et il y a ce partage. Alors, est-ce qu'il faut parler de bénévolat? Est-ce qu'il faut parler d'entraide? C'est vrai que les mots posent des questions. Bon, on a beaucoup parlé en France à un moment donné d'échange de services. On ne sait pas très bien où marquer ça, où placer cela. Et ça m'a semblé, mais alors là, c'est plutôt au niveau d'une réflexion politique. Ce qui est étrange, c'est qu'on n'en parle pas depuis plus longtemps et que ça puisse être empêché. Je suis aussi à la Ligue des droits de l'homme et effectivement, c'est une question. On a devant nous des gens qui ont des formations de docteurs ou qui ont travaillé comme infirmières, qui travaillent sur le terrain, puis tout d'un coup ils arrivent en France et on les empêche de travailler. Et c'est vraiment une question qui est, je dirais, à la limite douloureuse. Alors que leur engagement, et Léla le montre très bien, montre à quel point cela leur donne une forme de dignité. Bon, l'abbé Pierre, dont il ne faut plus parler, n'empêche, avait quand même compris ça, dignité dans l'échange du travail. Ça leur donne une formation, ça leur donne une insertion, ça leur donne une intégration. Et évidemment, ça combat cette perte terrible de statut pour les migrants. Tout d'un coup, travailler, le droit au travail et l'importance du travail. Si je dois aussi parler du travail extrêmement intéressant de l'aide en milieu rural, c'est vrai que l'entraide et la solidarité sont des phénomènes normaux. Moi, j'ai vu à quel point, finalement, les associations étaient souvent simplement la continuation des syndicats en milieu rural. Les gens qui étaient habitués à s'entraider dans le travail vont s'entraider dans le milieu associatif. Alors il y a des raisons qui expliquent ça, c'est qu'il y a une exigence de réciprocité en milieu rural, il y a une exigence de solidarité, il y a très peu de moyens de déplacement. Par contre, il y a des moyens de logement. Moi, j'ai une maison dans un village où effectivement on est tout prêt à donner du logement, simplement le problème c'est qu'il n'y a pas de bus. Alors on ne peut pas. Bon, il y a un problème. Il y a des logements, il n'y a pas de système pour se déplacer. Je pense aussi que ce que décrit mon collègue, c'est que les Ukrainiens avaient quand même des facilités, d'ailleurs, qui ont créé des jalousies. Et je pense qu'ils montrent très très bien qu'il y avait plus de facilité à accueillir. En même temps, ils parlent un langage qui est beaucoup plus difficile que des personnes qui viendraient de pays d'Afrique où on parle encore la langue. Donc une possibilité d'insertion et d'intégration. Mais on retrouve ces nouvelles formes d'engagement qui viennent non pas des associations, mais qui viennent des personnes, qui viennent des familles. L'entraide protestante j'avais travaillé avec eux sur cette question, on s'était aperçu que ce n'était pas l'entraide protestante en tant qu'association finalement qui aidait, c'était les familles qui étaient soutenues par l'entraide protestante. Donc on voit effectivement qu'on déplace encore le niveau des solidarités. Voilà, j'ai que 5 minutes, alors je fais court. C'est un enjeu extrêmement important dans l'humanitaire que cette question du partage de la gouvernance, du partage de l'action, du partage de la dignité du travail. Ça pose une question qui a été posée d'ailleurs quand on a séparé deux concepts, celui du bénévolat et celui du volontariat. C'est-à-dire à un moment donné, on a dit il y a des bénévoles, si on veut qu'ils travaillent, il faut qu'ils soient un peu payés, donc on est passé du côté du volontariat. En même temps, on sortait d'un travail réellement payé, on arrivait ça pose un problème la question du volontariat. Mais effectivement, là, on est dans le bénévolat des bénéficiaires, c'est-à-dire des personnes qui vont travailler bénévolement alors qu'elles ont terriblement besoin d'aide, alors on trouve des compensations, mais je trouve qu'il y a une hypocrisie politique et dont il faudrait renvoyer cette question aux législateurs. Voilà. Développer l'employabilité, c'est un objectif pour l'humanitaire.
On n'en a pas suffisamment parlé ce matin, j'espère qu'on va en parler maintenant. Et puis il faut se poser aussi la question, qui est aidé? Les personnes qui sont aidées, mais les autres migrants, mais les personnes qui sont des aidants, qui sont aidés, qui deviennent migrants, c'est extrêmement performatif parce qu'il y a une efficacité dans cette nouvelle position, dans cette nouvelle posture des bénévoles. Le troisième point que je dois aborder, c'est en quoi c'est important pour nous les chercheurs. Et pour les chercheurs aussi bien universitaires que pour les chercheurs qui, Dieu merci, se multiplient dans les milieux associatifs. C'est important de parler de cette question, encore une fois, de l'empowerment et de la place des personnes qu'on aide. Et on n'est plus dans un système de charité, on est dans un système d'aide, d'entraide. Je crois qu'on arrive à changer un peu la position de l'employabilité et on arrive effectivement dans un trouble dans la définition que j'ai expliqué avec d'autres dans mon ouvrage, c'est-à-dire que la rétribution fait tomber cette qualité ou cette définition du bénévolat. Elle fait tomber cette position aussi dans l'esprit d'un certain nombre de mes collègues, dont Maud Simonet, disent qu'on en arrive à l'exploitation. Moi, je n'ai jamais été du côté d'une critique. Non, il n'y a pas exploitation. C'est bon pour les personnes qui peuvent s'engager dans ce travail. C'est bon pour elles, c'est bon pour les personnes qui sont aidées, c'est bon pour les communautés ou les pays où ils travaillent. Bon, certes, il y a ce que Kouchner, on appelait la dissidence, il y a contournement de la loi, il y a dissidence au sens où on fait quelque chose qui, après tout, pourrait envoyer les associations en prison. Après tout, pourquoi pas? On pourrait se dire qu'on est vraiment en marge d'une définition très stricte du bénévolat. Voilà, alors j'en viens au dernier point, les enjeux de la table ronde. C'est extrêmement important de discuter entre nous parce qu'il y a dans la salle des praticiens, des chercheurs et puis on se rend compte qu'il y a des bénévoles, il y a des militants, que les chercheurs sont la plupart du temps militants. C'est difficile de travailler sur un sujet comme le bénévolat ou l'engagement sans devenir militant. C'est impossible. D'abord parce qu'on deviendra aveugle. C'est-à-dire on ne verrait pas vraiment ce qui se passe. Et d'autre part, on est confronté tout le temps à la souffrance, à l'inhumanité. Je crois que donc c'est cet enjeu de cette table ronde, c'est effectivement d'échanger entre praticiens, chercheurs, bénévoles et militants sur une question qui devient une question politique. Voilà. Merci, Dan. Alors, on avait beaucoup de sujets à aborder avec vous. Je reviendrai peut-être sur deux points évoqués en introduction, peut-être et qui ont tous trait à la place du bénévolat aujourd'hui. Selon l'INSEE, ce sont près de 21 millions de participations bénévoles, un même bénévole pouvant avoir plusieurs participations, qui irriguent le monde du bénévolat en France. Et ces participations représentent 580 000 emplois en équivalent temps plein dans 1,25 million d'associations. Donc les bénévoles sont très sollicités, y compris dans les services publics d'ailleurs. Alors, comme ce fut dit tout à l'heure en introduction, tout ça tend à dessiner une image un petit peu floue du bénévolat, un trouble dans sa compréhension de son évolution et de sa définition même. Alors, pour reprendre le titre d'un article que Dan a récemment publié, on peut se poser peut-être cette question quelque peu provocatrice, j'en conviens. Les bénévoles font-ils tourner la France? C'était un des titres de l'article. Voilà, certains chercheurs allant jusqu'à, comme l'a dit Dan, parler parfois d'exploitation, etc. Hubert, que vous inspire cette situation, pour commencer, sur la question de la place du bénévolat, de son importance désormais, et peut-être je la couplerai cette question avec ce dont on a parlé aussi en introduction, sur ce contexte de crise aussi, de l'action des bénévoles dans les contextes de crise. Quelles leçons peut-être aussi on pourrait tirer de ces événements, pour mieux penser peut-être la place et le rôle des bénévoles, sachant que les crises, on le sait bien aussi à la Croix-Rouge, se multiplient, voire parfois se superposent.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis dans la catégorie des praticiens autour de cette table, aussi militants. Hein. Voilà, j'interviens ici au titre de mes responsabilités professionnelles à la Croix-Rouge française, mais j'ai aussi quelques engagements dans des espaces interassociatifs qui travaillent sur ces questions d'engagement, citoyenneté, bénévolat. Alors, pour démarrer, moi je veux bien préciser aussi le fait que mon sujet, c'est la question de l'engagement bénévole associatif. Bien, parce que quand on parle du bénévolat, on parle d'un sujet qui est assez vaste. Hein, Dan a commencé à un petit peu à l'évoquer. Donc, moi, je vais principalement intervenir sur cet espace-là, même si forcément, je suis amené à essayer de comprendre aussi ce qui se passe en dehors de la sphère associative. Alors, la question, c'est est-ce que les bénévoles font tourner la France ? Je serais tenté de dire oui, mais ça ne se voit pas, ou ça ne se voit pas assez. Hein. Alors pourquoi je dis oui ? Parce que l'action bénévole associative, et puis on pourrait rajouter bien d'autres champs de bénévolat, est présent dans pratiquement tout ce qui fait la vie des gens, la vie des citoyens. Hein. Que ce soit la question des loisirs, du sport, de la culture, de la défense des droits, de l'environnement. Enfin, les champs sont extrêmement nombreux. Hein. Au mouvement associatif, on aime bien donner cette petite interpellation. Que serait la vie sans les associations ? Hein. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, chacun de nous, que ce soit pour soi, pour ses enfants, pour ses parents, arrière-grands-parents, eh bien, on voit bien que les associations sont présentes précisément dans tous les champs de la vie des gens, pour parler de façon extrêmement large. Alors, donc je serais tenté de dire oui à la question faut tourner la France. Oui, mais ça ne se voit pas parce que effectivement, une grande partie de l'action associative portée par des bénévoles n'est pas perçue comme étant une activité associative portée par des bénévoles. Une très grande partie. Il y a plein de gens qui ne savent pas, tiens, effectivement, que ici ou là, ce sont des associations et ce sont des bénévoles qui sont à l'action. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que une des richesses de la vie associative, de la vie bénévole, qui fait sa faiblesse, c'est son atomisation. Hein. Tu évoquais, Vincent, les chiffres, hein, ils sont hallucinants. C'est entre 1,3 million et 1,4 million associations en France. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a des actions sur l'ensemble des territoires, au bout de toutes les vallées, dans tous les quartiers. Voilà. Mais ce 1,3 million, il est incroyable parce qu'il montre effectivement la présence et la force. Et puis il porte en lui-même cette difficulté que ça atomise très fortement, ça fait que l'action est beaucoup moins lisible, et puis parfois elle est même troublée. La lisibilité est troublée. Voilà. Donc on est un petit peu dans ce paradoxe sur cette question-là. Je rajouterai aussi le fait que on a commencé un petit peu à l'évoquer, c'est que la place des associations dans notre société a beaucoup bougé. Et notamment dans ses relations avec les pouvoirs publics. Et donc force est de constater aussi qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une relation, beaucoup d'associations se retrouvent dans une relation un peu compliquée avec les pouvoirs publics, qui parfois considèrent l'association comme le prolongement de l'action publique. Ça se traduit de façon très précisément par le fait de l'augmentation de la commande publique à l'égard des associations. Et à partir du moment où les associations répondent à la commande publique, eh bien, leur place en tant qu'association vient être un tout petit peu interrogée. Et ça renforce la difficulté de comprendre et de lire ce qu'est la place de l'association dans la société. Merci Hubert. Peut-être sur pour poursuivre... Oui. Oui, moi je prolongerai peut-être. Effectivement, il y a une invisibilisation et j'ai une question à Jordan parce que tu montres très bien l'engagement citoyen, ses limites, tu montres tout ce qui est fait, la charge mentale très importante malgré le fait que c'est des
c'est des personnes qui restent de façon relativement courte. Il y a quand même un épuisement rapide. Et ce serait important que tu nous dises un petit peu quelles leçons tu tirerais de cet élan d'hospitalité. Merci. Alors, effectivement, le mot, c'est l'épuisement, parce qu'au-delà de la charge mentale, à force d'une charge mentale, il y a l'épuisement qui court, et notamment pour ceux qui accueillent encore, en fait, au moment où j'enquêtais, c'est-à-dire 1 an après le début de l'accueil, pour certains, vraiment, ils parlaient d'épuisement, quoi, parce qu'ils se trouvaient seuls, et en fait, la clé, pour moi, elle est dans la coordination de ces accueils qui se sont faits, en fait, donc de manière privée. C'est une hospitalité privée, mais qui a été appelée par le milieu associatif, par les élus locaux, mais où il n'y a pas eu de suivi. Alors, pour plein de raisons, et notamment le fait que les associations elles-mêmes étaient débordées. Et donc, en fait, ces accueils privés, c'est devenu un substitut d'un accueil associatif ou d'un accueil étatique. Or, en fait, ça doit aller de pair. Et ça doit aller de pair, notamment dans le suivi de ces personnes, parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand une personne ukrainienne était accueillie dans une famille d'accueil privée, il n'y avait pas le suivi à côté associatif. Parce que, priorité à ceux qui sont accueillis par les associations et pris en charge par l'État, en fait. Donc, du coup, les personnes qui, des fois, n'avaient jamais entendu parler d'une demande d'asile, alors bon, pour les Ukrainiens, c'était plus simple, mais enfin, ne serait-ce qu'un suivi médical ou ce genre de choses, en fait, elles se sont retrouvées à faire tout le suivi elles-mêmes et des fois pas du tout savoir à qui s'adresser. Déjà parce que les élus locaux qui ont fait les demandes ne savaient pas non plus à qui s'adresser et qu'en fait on se retrouve un peu à qui veut bien gérer, et donc en fait c'est la personne qui a l'accueilli en face d'elle qui se met à gérer ça. Et donc en fait je pense que la leçon principale à tirer, c'est qu'il faut une meilleure coordination et il faut un suivi des personnes qui sont accueillies dans un cadre privé. Déjà parce qu'elles ont besoin d'aide, qu'elles soient accueillies ou accueillantes, et aide, alors de tout type, il y a ne serait-ce que l'ordre psychologique, il n'y a pas eu de suivi psy pour toutes les personnes accueillies, mais il n'y a pas eu de suivi psy non plus pour les personnes accueillantes qui se retrouvaient des fois avec des histoires lourdes à gérer, et voilà, des fois ne serait-ce qu'un cercle de parole, je pense pour certaines aurait fait énormément de bien. Et au-delà du psy, une aide du quotidien, les transports, accès au commerce, se relayer pour transporter. Pour vous donner juste un exemple, il y a une personne qui a accueilli pendant plus d'1 an une personne qui avait 65 ans, qui avait besoin d'un suivi à l'hôpital 2 fois par semaine et d'un suivi kiné. Et sauf qu'en fait, l'hôpital, il est à une demi-heure de route, donc ça fait une demi-heure aller, une demi-heure retour, 2 fois par semaine. Et donc en fait, il habite en plein milieu rural, il n'y avait personne pour aider parce que c'est en journée de travail. Donc il s'est retrouvé à faire le taxi toutes les semaines pendant plus de 6 mois. Et en fait, c'est lourd dans un quotidien. Et c'est lourd aussi d'un point de vue financier, on en parle assez peu, mais le bénévolat, c'est donner de son temps, mais c'est aussi des fois donner de l'argent, et cet argent pour les personnes qui accueillaient, c'est avoir des personnes à charge à la maison, donc les factures d'eau, les factures d'électricité ou de gaz, qui ont augmenté en plus dans ces périodes-là, faire les courses, et donc souvent elles se disaient je fais les courses pour tout le monde et c'est moi qui paye, c'est pas grave, mais en fait mis bout à bout, ça pèse lourd aussi pour certains ménages. Donc voilà, peut-être un suivi plus global, en se disant ok, on compte sur la société privée qui a répondu présente, mais on fait le suivi. Merci Jordan. Oui, c'est vrai que tu fais écho à un sentiment d'isolement qui vient s'ajouter à ces défis logistiques, la charge mentale, un sentiment d'isolement vis-à-vis des associations, avec la perception par les hébergeurs d'une non-coordination. Donc j'allais te demander comment à la fois peut-être mieux soutenir et les hébergés, mais aussi et les hébergeurs dans ce contexte, mais tu y as répondu. Peut-être, j'enchaînerai avec toi, Leïla. On a parlé de la place du bénévolat. Pour conclure peut-être sur ce premier point qu'on voulait évoquer, la place du bénévolat en France, à l'instar de ces citoyens qui accueillent des exilés chez eux, le rôle des associations et des bénévoles dans l'aide aux migrants en France est très important. Surtout quand elles se trouvent dans des situations de grande précarité économique, administrative, sociale, émotionnelle, et qui font que s'aggraver dans un contexte de non-accueil. Au-delà de l'accompagnement dans les démarches de demande d'asile et d'obtention de carte de séjour, toutes ces actions les guident dans l'accès aux soins, etc. Que t'inspire cette situation, cette place, ce rôle aussi important des associations et des bénévoles dans ce contexte-là d'aide aux exilés ?
Pour rebondir sur ce qui a déjà été dit, sans surprise, en fait, les associations constituent les premiers espaces d'accueil et d'aide dans l'accès aux droits pour les personnes, qu'elles soient primo-arrivantes ou en demande d'asile durant tout le processus. Et alors, je renverrai à un concept que je trouve pertinent dans ce cas de figure pour analyser un petit peu ce qui se joue ici, c'est celui de la citoyenneté humanitaire. C'est-à-dire que ce que m'inspire cette réalité, c'est qu'on voit là des espaces d'exercice d'une citoyenneté alternative, au sens où on est dans un contexte où les droits les plus fondamentaux, de la mobilité, droit du travail, etc., sont déniés sur la base d'un statut administratif qui ne permet pas à ces personnes de pouvoir jouir pleinement de ces droits. Mais dans ces espaces associatifs, par effet de contournement, comme l'évoquait Dan, eh bien, on a des modes alternatifs d'accès. Alors, faut-il parler de droit ? C'est bien là la question. Mais en tout cas, d'accès à des ressources élémentaires en dehors de l'espace politique. Et en même temps, pour moi, cela est tout à fait significatif. Je rejoins là-dessus les autres membres de la table ronde pour dire que c'est significatif du désengagement croissant de la puissance publique sur la question de la solidarité, et ton travail, Jordan, le montre très bien, sur l'hospitalité privée. Donc désengagement de la puissance publique sur cette question de l'accueil, et plus encore, je dirais même répression de cette même solidarité, puisque là, on a un rapport qui est paru récemment, effectué par l'Observatoire des libertés associatives, qui parle de répression des solidarités avec les personnes exilées aux frontières, s'agissant de ce rapport. Donc voilà, pour moi, ça pose toute cette question, et on tombe évidemment sur une posture militante sur ces questions-là. Je crois qu'on va revenir sur ce point. Alors moi, j'ai une question qui va aussi bien à Hubert qu'à Léla et qu'à Jordan. C'est qu'on remarque qu'un des problèmes du bénévolat actuellement, c'est quelquefois la difficulté des relations avec les salariés. Et là, vous multipliez un petit peu le problème, puisque vous avez des bénévoles qui sont en même temps des travailleurs, entre guillemets. Alors comment est-ce que vous voyez cette question dans ces nouvelles formes d'engagement ? Je peux démarrer. Alors ça, c'est un point qui est important. Je l'élargirai très fortement, c'est-à-dire que ce qu'on a observé en fait sur ces 20 dernières années, c'est que dans beaucoup d'associations, il y a eu une diversification très importante de la réalité, des statuts des acteurs. Alors ça s'est joué dans le bénévolat, on va en parler, la diversification des logiques d'engagement bénévole. Il y a le salariat qui a beaucoup augmenté. Dans les années 2000, il y avait moins d'1 million de salariés dans les associations. Aujourd'hui, on est à près de 2 millions de salariés dans les associations. Donc ça a augmenté très fortement. Et puis sont apparus les volontaires en service civique, sont apparus les gens en mécénat de compétences. Il y a cette idée de plus en plus développée dans les associations de dire faisons aussi de la place aux personnes qu'on accueille, qu'on accompagne. Donc on est dans cette logique qui s'est développée très rapidement dans l'association de diversification des gens qui s'associent. Voilà. Alors c'est intéressant parce que, je disais s'associer à dessein, c'est que ça nous renvoie à notre identité associative. Une association, ça permet à des gens de s'associer. Donc il faut réinvestir son projet associatif, je serais tenté de dire son projet politique, qui est de se dire qu'est-ce qu'on a envie de proposer à ces gens qui veulent s'associer dans un but commun. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Et puis après, ça réinterroge nos modes d'organisation, de fonctionnement, de la façon dont effectivement on va trouver les équilibres. Et du coup, beaucoup d'associations sont aujourd'hui amenées à investir dans la façon d'animer leur communauté. Ce qu'on le faisait assez peu pendant très longtemps. Pendant très longtemps, le bénévolat, un sociologue disait c'est une logique d'engagement sacrificiel. On se sacrifie pour l'association, on se sacrifie pour la cause. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là. Et donc, du coup, il faut animer des communautés qui sont de plus en plus diverses, avec des statuts de plus en plus divers, des motivations de plus en plus diverses. Voilà. Et c'est un vrai défi pour les associations. Voilà. Je pourrais donner des exemples pour illustrer après.
Merci Hubert. On va passer au deuxième point qu'on souhaitait vraiment évoquer avec vous. Bien sûr, on voit les choses un peu en surface, on a peu de temps, mais après la place du bénévolat, c'était l'évolution des formes d'engagement bénévole. Peut-être avec toi, Jordan, d'abord, et puis Leïla. Je vais vous poser les deux questions avant de revenir à toi, Hubert. Jordan, on a vu que l'engagement citoyen en dehors des associations se développe, pas seulement dans le cadre de l'accueil, l'hospitalité privée, mais c'est vrai que l'accueil des réfugiés ukrainiens depuis 2022 s'est partiellement appuyé sur cette mobilisation d'une hospitalité citoyenne privée sans précédent en France. Comment est-ce que tu l'expliques alors que l'hospitalité privée peut être une expérience extrêmement difficile? Comme l'écrit Évangeline Masson-Dier, c'est la forme, cette hospitalité-là, c'est la forme la plus ordinaire au fond et la plus engageante de l'hospitalité, car elle implique d'ouvrir le logement, donc la sphère de l'intime à des inconnus. Elle peut se révéler très complexe dans le vécu humain de l'hospitalité. Certains sociologues évoquant même la notion d'épreuve. Voilà. Par exemple, est-ce que c'est la nécessité de la solidarité, de l'entraide en milieu rural, qu'évoquait Dan tout à l'heure, qui a facilité cela. Et là, il y a peut-être un parallèle à faire d'ailleurs avec le contexte polynésien, mais bon, on pourra en parler longtemps. Voilà. Est-ce que c'est le contexte de la crise ukrainienne? Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure avec la proximité culturelle. Voilà. Comment est-ce que tu expliques le développement de cette nouvelle forme d'engagement? Alors, Excuse-moi, je vais peut-être doubler aussi ma question pour Leïla. Dans le cas de l'engagement bénévole auprès des migrants, on voit, et tu l'as évoqué tout à l'heure, dans les nouvelles formes, vraiment un militantisme croissant. Et tu évoques tout un tas d'associations, voilà, avec un militantisme de plus en plus important. Par exemple, il y a certains chercheurs qui étudient les campements informels d'exilés comme des espaces de mobilisation désormais. Et je fais un petit signe à Katerina Giusa qu'on a soutenu sur cette recherche, où se produisent des nouvelles formes de politisation aussi que l'on voit net, et d'engagement et de mobilisation spécifique. Donc voilà, est-ce que tu partages cette observation aussi dans le cadre des nouvelles formes d'engagement pour le contexte des migrants, voilà, d'un militantisme et d'une politisation aussi? Est-ce que c'est pour toi le signe principal qui témoigne de cette évolution? Voilà, je vous laisse nous parler. D'abord Jordan et puis... Donc, comment expliquer cet élan? Alors, j'ai commencé à donner des bribes tout à l'heure, effectivement, en parlant d'accueillants militants. Ça, c'est ceux qui accueillaient bien avant les Ukrainiens, qui n'ont pas attendu la crise en Ukraine pour accueillir, et qui, en fait, le font parce que il faut le faire. C'est un peu leur discours. Et donc, leur accueil avec les Ukrainiens, ça s'ancre vraiment dans un parcours de l'accueil. Et l'accueil novice, du coup, alors, il y a répondre à la crise, effectivement, avec les médias, avec la politique qui, du coup, était favorable à l'accueil. Donc, forcément, ça légitime un peu plus son accueil. Et donc, il y a eu une facilité un peu face à l'Ukraine de sensibiliser à cette question de l'accueil privé. Mais en fait, ce que j'ai vu avec ce milieu rural, et donc ça répond un peu à ce que Hubert disait tout à l'heure, sur cette ruralité, en fait, pour vous donner un exemple concret, il y a un petit village où, donc 600 habitants, il y avait 3 familles accueillantes. Et donc j'ai interrogé les 3 et j'ai interrogé la mère. Et en fait, je me suis aperçu que ces familles ne sont pas devenues accueillantes par hasard, c'est parce qu'il y a eu une réunion publique au début de la guerre en Ukraine, sur la possibilité d'accueillir dans le village, et donc en gros aller chercher les familles qui voulaient bien l'accueillir. Et donc l'initiative, c'était la maire et certains des élus locaux. Et donc la maire me disait, mais en fait moi c'était important pour moi parce que c'est pas parce qu'on est dans une commune rurale qu'on peut pas faire notre part des choses et que nous aussi on ne peut pas accueillir. Elle m'a dit, mais elle a avoué elle-même qu'elle était très surprise en fait lors de cette réunion publique où elle s'attendait à 10-12 personnes et en fait elle s'est retrouvée à 35 personnes et elle s'est dit waouh, elle me dit en fait nos villages ne sont pas morts, et je reprends ces mots, nos villages ne sont pas morts et en fait la solidarité existe. Et donc c'est là qu'on voit qu'en fait il y a un petit enjeu de ruralité qui vit et qui vit à travers la migration, parce que la migration fait vivre aussi ces communes rurales, en tout cas quand elle s'en donne les moyens, et la maire a mis ça en perspective face aux élections électorales récentes et notamment on avait eu l'élection présidentielle en fait un peu avant l'entretien.
Et donc en fait, elle me disait, mais en fait, je vois le RN monter dans tous ces villages qui sont mes villages d'enfance, là où j'ai mes amis, etc. Et elle me dit, je ne comprends pas. Et elle me dit, en fait, d'avoir ces accueils et d'avoir ces personnes c'est un pied de nez en fait à ces politiques anti-migration. Et donc j'ai trouvé ça assez fort. Et la dernière petite chose que je peux ajouter, c'est que, et là ça a été la grande surprise pour moi, c'est qu'en fait il y a un historique de l'accueil qui est bien plus ancien qu'on ne le croit. Alors certains, ça ne les étonnera pas. Moi, ça m'a étonné parce que la Seconde Guerre mondiale, pour moi, c'est un peu loin. Et donc, je connais la Seconde Guerre mondiale, je connais les faits de la Seconde Guerre mondiale, je sais qu'il y a eu de l'accueil, mais je ne pensais pas qu'il y avait encore une mémoire vive de cet accueil dans certains villages. Et il y a un des villages qui se situe à la frontière entre zone libre et les zones occupées de la Seconde Guerre mondiale, et où en fait il y a des personnes dont les parents avaient été accueillis à l'époque parce qu'ils étaient belges et qu'ils avaient fui au moment de l'invasion allemande. Et donc en fait cette mémoire elle existait, et il y a encore effectivement des panneaux qui montrent que on était en zone libre, on a accueilli, et donc en fait certains disaient que cet accueil qu'ils faisaient c'était en continuité de cet accueil parce que face à l'oppresseur qui agresse et qui on est obligé de s'exiler, etc. Merci Jordan. Oui, Dan, peut-être Dan juste avant. Alors, j'ai dit que dans la communauté des chercheurs, on parle depuis plusieurs années, et depuis beaucoup plus longtemps d'ailleurs au Québec, de la question de l'employment. Et moi, j'ai une question pour vous deux, c'est l'impact du bénévolat sur les bénéficiaires, des bénéficiaires, sur leur propre présent. C'est-à-dire le fait de travailler, le fait de donner du temps, le fait de partager cette action d'entraide, de bénévolat, etc., cet engagement, quel en est l'impact? Alors vous en parlez, mais ce serait peut-être bien de le repréciser. Ouais, tu peux peut-être juste dire un mot sur... Oui, je vais juste rebondir sur l'évolution vers le militantisme qui est un petit peu en toile de fond. Et puis après on glissera sur notre troisième thème du coup, grâce à la question de Dan, qui était plutôt sur la participation des personnes accompagnées et les bonnes... En fait, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai observé directement dans ma recherche, c'est-à-dire l'évolution vers le militantisme d'engagement bénévole porté par les personnes issues de la migration, si ce n'est justement dans la rencontre avec les salariés, d'autres bénévoles, et souvent à travers des actions finalement ordinaires, le plus souvent silencieuses. Par exemple, entre bénévoles, on va héberger une personne, l'aider dans ses démarches administratives, la conseiller, lui fournir gratuitement des cours de français quand elle n'a pas accès à des structures de formation. Et justement, c'est quand il y a une entrave dans ces droits qu'on bascule sur une défense des droits qui va se porter davantage sur la sphère publique. Par exemple, un membre de l'association reçoit un OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Là, évidemment, on va avoir une mobilisation très forte des autres membres de l'association et des autres membres de bénévoles migrants. Donc, je n'ai pas forcément le temps de détailler sur cette question. Est-ce que je rebondis directement? Oui, on peut l'évoquer parce que, et après Hubert, on te passera la parole parce que, comme on l'a dit, la France compte des bénévoles par million, mais le bénévolat, c'est l'essence même du mouvement associatif, et les associations contraintes de s'adapter aux nouvelles formes d'engagement qu'on a évoquées rapidement sont constamment en quête de bénévoles. Alors, comment faire de nouveaux bénévoles? Comment les conserver? Parmi les idées souvent évoquées, on parle de plus en plus de bénévolat inclusif, et je mets des guillemets, et je t'entendrai ensuite dessus, pour nous dire qu'est-ce que ça t'évoque, et comment penser l'inclusion dans le cadre associatif. Et justement, peut-être, avec Leïla et dans le cadre de sa recherche, on peut aborder cette question sur, je rappelle la question de Dan, l'impact du bénévolat des bénéficiaires, à la fois sur leur présent, mais aussi dans leur devenir, leur parcours d'insertion, et puis en termes d'empowerment et d'engagement sur les aidés devenant aidants. Je t'en prie, Leïla. Ah, d'accord. Et après Hubert. Oui, effectivement, c'est une question qui se pose sur des bénévoles qui sont à la fois aidés et aidants. Et elle se pose, à mon avis, l'enjeu est un enjeu de reconnaissance qui se pose à plusieurs niveaux. Déjà, du point de vue de la terminologie, on a plusieurs associations qui essayent de dépasser cette asymétrie posée par la relation d'aide
en recourant à d'autres termes pour désigner, par exemple, on va parler d'acteurs sociaux de manière générale, de partenaires, d'apprenants. Alors d'apprenants plutôt dans les cadres de ce bénévolat qui est couplé à sur le modèle de l'alternance à des formations de français langue étrangère. Dans d'autres associations, on va parler de talents. Donc il y a déjà cet enjeu dans la manière de nommer ces personnes. Ensuite, je dirais, je crois que votre question portait sur l'impact sur le présent et le devenir. Alors, il y a d'un point de vue de santé mentale, l'impact sur le présent, il est assez visible lorsque les personnes font état d'une reprise de confiance qui passe par le fait d'éprouver le sentiment d'utilité sociale, de nouveau d'avoir une place dans une société d'accueil dans laquelle il n'est pas aisé, surtout quand on n'a pas de statut légal, de se faire une place. Et tout ça va passer par une participation civique et solidaire qui se fait en réalité déjà de manière informelle, parfois en dehors du champ associatif, entre personnes issues de la migration. On le voit notamment dans des actions d'interprétariat ou de conseils sur les différentes démarches. Donc, moi, cela m'évoque un modèle un petit peu de père aidance sociale et c'est quelque chose qui avait été suggéré par une des personnes bénévoles migrantes comme peut-être axe de réflexion ou modèle de reconnaissance formalisé de ce bénévolat. Et simplement pour finir sur l'impact sur leur devenir, alors pour cette recherche, il a été moins facilement mesurable pour plusieurs raisons. D'abord parce que cet engagement est fragile. Fragile non pas au sens de la force de l'engagement, mais fragile parce que les personnes, lorsqu'elles obtiennent un titre de séjour, sont amenées à se désengager bénévolement parce que la priorité est au suivi des formations, la priorité économique de trouver un emploi. Mais aussi parce que en amont de ce processus, c'est un engagement très coûteux au regard des conditions extrêmement précaires du quotidien de ces personnes-là. Un coût qui est souvent pas toujours compris par les autres bénévoles qui vont demander une régularité dans l'engagement. Donc c'est une question tout à fait centrale et qui mérite qu'on s'interroge plus directement sur les formes de reconnaissance, qu'elles soient formalisées, mais aussi au sein des relations, au sein des espaces associatifs. Merci Léla. Hubert, on te passe la parole sur cette question-là. Il y aurait énormément de choses à dire, la question de la reconnaissance, de ce bénévolat inclusif. Je rappelle que tu travailles sur la participation des personnes accompagnées, qui serait aussi un autre domaine. Voilà. Qu'est-ce que tu as entendu de ce qu'a dit Léla? Et puis après, peut-être, Dan, il faudra conclure pour passer la parole au public. On est un petit peu pris par le temps. Alors, je prends le sujet un peu bille en tête pour se dire que, d'une façon générale, beaucoup d'associations, et parfois même le modèle associatif, n'est pas hyper inclusif. Ça, il faut l'avoir en tête. Je prends un chiffre et je fais un constat. Le chiffre que je prends, c'est si vous avez le bac ou un peu moins que le bac, vous avez 2 fois moins de chances d'être engagé bénévole dans une association. Taux d'engagement jusqu'au bac, c'est 16%. Taux d'engagement, si vous avez bac plus 3, bac plus 4, c'est 32%. Et donc ça, c'est terrifiant. C'est pas parce que certains ont moins envie de s'engager. C'est parce que notre modèle associatif, à un moment donné, il tient sa limite. Et cette limite, elle est entre autres liée au fait que l'association a la vocation à permettre à des gens de s'associer. Donc on s'associe, et puis à un moment donné, on fait un petit club, parce qu'on est bien entre soi. Là où on devrait créer du vivre ensemble, eh bien, parfois, le modèle associatif, il génère de l'entre-soi. Voilà. Alors c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que les associations doivent regarder ce sujet un peu en face et travailler sur leur projet. C'est-à-dire qu'il faut exprimer une volonté. Si jamais dans une association, on ne se dit pas on veut être accueillant, c'est certain qu'on ne sera pas accueilli. La principale chose que nous disent les gens qui n'ont pas réussi à rentrer dans les associations, c'est le sentiment que j'étais pas accueilli, qu'on n'avait pas besoin de moi. Voilà. Donc la question de l'accueil, c'est pas naturel. La question de l'accueil, ça nécessite d'être dans une volonté et il faut pouvoir l'exprimer. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 20 dernières années, beaucoup d'associations, à travers leurs projets associatifs,
ont travaillé sur ces questions-là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on travaille sur ce... Voilà. Je vous prends un exemple que je connais bien et qui me fait un peu de mal, c'est qu'il y a une dizaine d'années, le conseil d'administration de la Croix-Rouge française, porté par un mouvement interne qui était très fort, avait pris la décision suivante, pour plein de raisons: les personnes accueillies à la Croix-Rouge française ne peuvent pas être bénévoles à la Croix-Rouge française. Vous voyez ? Cette décision avait été prise pour plein de raisons, ce n'est pas le moment d'avoir... Voilà. Depuis, on a fait du chemin, et l'association, notamment en travaillant sur son projet associatif, en allant même jusqu'à bouger ses statuts, a exprimé cette volonté inverse en faisant un projet et en faisant en sorte de se dire, eh bien, il y a un sujet qui vient aussi interroger nos propres missions. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là, il est avant tout politique au sens de l'expression d'une volonté, et ça doit s'inscrire dans un projet associatif. Alors après, il faut le traduire en pratique. Merci beaucoup Hubert. Dan, on est vraiment pris par le temps. Je vous propose de passer la parole au public, ou alors vraiment un mot très très court s'il vous plaît. Je pense qu'on a posé une question fondamentale, c'est finalement, on franchit une sorte de barrière de classe ou de barrière de statut. C'est-à-dire qu'on n'a plus les aidés d'un côté, les aidants de l'autre. Et depuis quelques années, moi je me souviens, mais il y a très longtemps, aller voir les restaurants du cœur, et d'un côté il y avait les gens qui servaient, et de l'autre côté il y avait les gens qui étaient servis. Ça me semblait horrible aussi, parce que dans d'autres modèles européens c'est différent. Donc on est dans un autre modèle. Et je pense que c'est important de le dire. Je crois qu'à la Cité universitaire, à Paris, au boulevard Jourdan, ils ont ouvert un restaurant où tout le monde sert et tout le monde épluche les légumes en même temps, qu'on soit servi ou servant. C'est extrêmement important. Voilà, alors maintenant, on a beaucoup parlé. Merci. C'est à vous de poser des questions. Merci, de faire des remarques. Je passe la parole à Louise pour les 3 questions. On ne va prendre que 3 questions du public. Est-ce qu'il y a des questions... non, c'est Camille. Voilà, est-ce qu'il y a des questions en ligne, des questions dans la salle? Voilà, je te passe la parole. Oui, une question là. Bonjour à toutes et à tous. Plus qu'une question, c'est peut-être davantage une remarque. Donc moi, je m'appelle Audrey Charlot, je travaille auprès de France Volontaire. Pour ceux qui connaissent peut-être, c'est voilà, une bien près du micro, s'il vous plaît. Ah, pardon. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Voilà, donc je disais, je suis Audrey Charlot, ancienne volontaire française, ancienne volontaire internationale en Côte d'Ivoire et au Sénégal, pardon. Et aujourd'hui, donc, je travaille en France avec France Volontaire. Donc c'est une structure anciennement associative qui aujourd'hui est un groupement d'intérêt public français. Et pourquoi je prends la parole? C'est une remarque qui intéressera aussi certainement pas mal d'étudiants dans la salle. C'est la question du VUS. Quand on parle des nouvelles formes d'engagement, le VUS, c'est quoi? C'est le volontariat international d'échange et de solidarité. Ça comprend notamment le service civique, ça a été évoqué très rapidement. Et également, voilà, ces différentes formes d'engagement qui permettent d'aller aussi à l'international. Et ça fait lien aussi avec la première conférence, parce que c'est justement aussi pas mal traversé par les nouvelles dynamiques du secteur du développement et de l'international. Donc on travaille notamment sur des logiques en termes de réciprocité, avec notamment des personnes aussi qui viennent de différents continents ici en France, et également, et peut-être surtout, des dynamiques aussi de volontariat Sud-Sud qui sont d'ailleurs largement financées par des structures du Sud elles-mêmes, notamment à travers l'Union africaine ou encore des États nationaux. Et donc du coup, je sais que comme il y a pas mal d'étudiants, c'est aussi parfois une possibilité aussi d'avoir une première expérience à l'international, tout en aussi étant alerte sur les enjeux qu'on a un petit peu évoqués au début. Voilà, merci. Bon, eh bien merci. C'est noté. Une question ici, un doigt qui se lève. Merci. Je suis intéressée par le sujet parce que j'ai été très longtemps dans le bénévolat à Madagascar. J'étais cofondatrice d'une association qui prend en charge les enfants, des enfants des rues et issus de familles défavorisées. Et donc, c'est des actions dans la réinsertion scolaire et accès aux soins de ces enfants-là. Et après, donc, je suis devenue chercheur pour essayer de documenter et de permettre la transférabilité des choses. Et là, je suis intéressée par ce sujet et un peu plus, je dirais, parce que quand Mme Driff l'a dit, a fait ses travaux sur le bénévolat des immigrés, moi, je suis dans un projet de recherche actuellement sur le bénévolat spontané
Et particulièrement, une des zones de recherche qui m'intéresse, c'est le Pas-de-Calais. Je ne connais pas votre zone de recherche, mais ça peut être aussi une piste de recherche, et là je m'adresse à la Fondation ou aux étudiants, le bénévolat spontané des immigrés. Parce que là, vous avez parlé de la mobilisation pour des actions de développement. Hors risque, hors crise, hors urgence. Donc, on a le temps de se former, d'apprendre les choses, d'y aller au rythme des bénéficiaires et des aidants. Mais si on prend par exemple le cas de Pas-de-Calais, qui a été touché 2 fois en 2023 et 2024 par 2 inondations, et qui est une zone où il y a des immigrés, le bénévolat à ce moment-là est déterminé par la survie, l'urgence, la crise. Est-ce que dans vos travaux, vous avez pu constater ou voir ça? Sinon, est-ce que ça peut être aussi une piste de recherche? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? S'il y en a une autre, ce sera la dernière, où on passe aux réponses. Oui, Monique? Allez, Monique et ensuite si je me permets, merci. C'est peut-être plus une question pour Hubert, en fait, mais sinon les autres. En dehors du contexte français, quelle est la vision comparative par rapport à cette tendance de bénévoles et qu'est-ce que ça nous dit sur l'État? Parce que du coup, je trouve assez bouleversant de penser en fait l'invisibilité de cette masse de bénévoles, mais qui s'appuie aussi en quelque sorte au soutien de l'idée que l'État reste, l'État-providence reste l'acteur principal dans tout ce qui est l'aide sociale. Donc, en dehors de la France, comment ça se compare et qu'est-ce que ça nous dit sur le modèle de l'État? Merci. Merci. Je suis désolé, on va garder juste ces 3 questions. Hubert, tu veux répondre peut-être tout de suite? On attaque par ce petit regard rapide. Voilà. Alors, je ne suis pas un expert de cette question, mais j'ai quand même quelques éléments. En France, on a un trésor qui est beaucoup regardé ailleurs, c'est la loi 1901, qui est un trésor dans le sens où elle définit en fait une liberté individuelle, la liberté de s'associer. Voilà. La difficulté que porte cette loi, c'est qu'elle est centrée justement sur un droit individuel. Et du coup, il n'y a pas la reconnaissance dans l'organisation de notre pays de ce qu'est la logique collective. Voilà. Ce qui est le cas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, l'association est reconnue en tant qu'espace collectif. Nous, il est reconnu en tant que droit individuel. Voilà. Et donc, ça nous différencie beaucoup sur la façon dont, effectivement, l'association est considérée et qui explique aussi une grande partie de notre invisibilisation, parce que ça repose sur les individus. Merci Hubert. Peut-être Leïla sur la... Oui, la transition est toute faite là-dessus parce que ça m'évoquait justement l'expérience libanaise en la matière où en fait on a un bénévolat qui est souvent pas directement mené comme tel, nommé comme tel, pardon, et qui a lieu, qui est exercé dans les associations communautaires et confessionnelles. Donc on pourra peut-être en reparler sur cette question. Et pour répondre à votre question sur le bénévolat spontané des personnes migrantes, merci de la poser. Alors en fait, ce qui est intéressant là aussi, c'est que souvent, ça n'est pas, ces actions ne vont pas être perçues comme étant du bénévolat, et elles ont lieu effectivement en dehors du cadre associatif. Il me vient en tête l'exemple d'une personne, d'un jeune Afghan qui aidait beaucoup, qui avait hébergé ses compatriotes, qui les aidait dans l'interprétariat en les accompagnant à la préfecture, etc. Et en fait, quand s'est posé la question du bénévolat, il m'a simplement répondu par ce que donne ma main droite, ma main gauche l'oublie. Donc en fait, c'est un don, c'est pas pensé comme un engagement formalisé comme on peut le connaître dans l'espace associatif. Mais et je terminerai juste par là, ça peut aussi conduire soit parfois à des situations conflictuelles. Et là, je rejoins le travail de Jordan sur la charge mentale, justement, de cette entraide, parce que quand on héberge au quotidien des personnes, quand on les aide,
en étant soi-même en situation d'extrême vulnérabilité, de précarité légale, économique, etc., parfois ça peut mener à des conflits entre les personnes. Donc c'est une limite aussi. Merci à tous. On va s'arrêter là pour cette matinée. Merci beaucoup.